Salut bande de dinosaures extraterrestres et autres archéologues du futur, ici Aldorus Berthier en direct du futur pour votre revue de presse SF mensuelle. Chaque premier dimanche du mois sur cette chaîne, je vous ferai ma petite review de ce qui a pu secouer le secteur de la science-fiction sur le mois précédent. C'est parti! Ce mois de novembre a bien évidemment été marqué par la remise des différents prix du Festival des Utopiales à Nantes. Le prix du meilleur roman pour commencer s'est vu attribué à Marge Nantel pour Code Ardent paru chez Nemos, un road trip post-apocalyptique survolté prenant Albi pour cadre. Nicolas Michel, lui, s'est vu attribuer le prix Jeunesse pour Océan, sorti chez Talent Haut, une dystopie eugéniste aquatique. Le prix BD, quant à lui, s'est vu attribué au Fils de Pan de Fabrizio Dori aux éditions Sarbacane, la suite du Dieu vagabond, poursuivant l'exploration d'un satyre dans un monde moderne démythifié. Sous l'égide de la Fondation de France, le prix Julia Verlanger s'est vu attribué à Émilie Kerbalek pour Les Sentiers de Recouvrance paru chez Albin Michel, une nouvelle dystopie écologiste où deux adolescents cherchent le salut vers non moins que la Bretagne. Côté cinéma, le prix du jury s'est vu attribué à Else de Thibaut Hémin, un huis clos anxiogène à l'abri d'une épidémie de fusion organique entre les individus et les objets. Le public, quant à lui, a préféré récompenser l'épopée spatiale d'un pilote ravagé par la solitude, du réalisateur ukrainien Pavlo Strekov, du War the Universe. Côté court-métrage, la récompense va à Björn Schagerström pour sa comédie noire pharmaco-pénitentiaire Headache, et attribué également une mention spéciale à Help Me, I'm Alien Pregnant des Thunderlips, un duo de réalisateurs néo-zélandais, dans lequel une femme enceinte entretient des doutes sur son compagnon. Le même court-métrage ayant été récompensé par le prix Canal+. Le public, quant à lui, récompense la coproduction américano-polonaise des fondateurs du studio, parmi lesquels Daniel Shapiro, Escape Attempt, une adaptation de la nouvelle éponyme des frères Strugatsky dans laquelle un homme tente de rejoindre une planète inhabitée. Nicolas Goupil, quant à lui, se voit attribuer le prix du scénario de jeu de rôle pour Nul n'est prophète, une émanation du JDR Lovecraftien d'agence secrète gouvernementale anti-manifestation chtonienne Delta Green. Le festival attribue enfin un prix exceptionnel à Francis Berthelot, chercheur en biologie puis en narratologie, compositeur de musique électroacoustique et romancier et théoricien de science-fiction et de transfiction, parmi les plus influents aux côtés de Jacques Guammard et Gérard Klein. Quelles sorties ont secoué le monde de la science-fiction au mois de novembre 2024? En premier lieu, The Substance, le body horror féministe de la sulfureuse Coralie Farja et son premier film depuis Revenge en 2017. Librement inspiré du roman Substance mort de Philippe Cadic, on y suit les tribulations d'une vedette de télé quinquagénaire victime des heurts et malheurs de la modification cellulaire entraînée par la dite substance afin de se créer une meilleure version plus jeune, plus belle d'elle-même. Sans être tout à fait unanime, Mad Movies en a notamment pondu une critique plutôt incendiaire. L'accueil du film par la presse a été plutôt positif. En même temps, on a quand même de plus en plus l'impression que c'est le destin d'à peu près tous les films qui font scandale à Cannes. Il a même reçu le prix du scénario au dit festival. Mais le film a notamment beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux où on fleurit beaucoup de mèmes et de détournements consacrés au film. Coralie Farja a même annulé sa venue au festival polonais Camérimage à la suite de propos misogynes tenus par son programmateur dans la presse spécialisée. Du côté du petit écran, ou des plateformes de streaming, mais bon, c'est devenu un petit peu pareil. Une nouvelle émanation de l'univers science-fictionnel de Frank Herbert avec la première saison de Dune Prophecy, centrée sur le Bene Gesserit. La création de Diana Demudgeon, à laquelle on doit notamment Extrapolation, une autre série de science-fiction signée Apple TV+, est de nouveau l'occasion d'une bataille d'Hernani entre les puristes de l'univers de Frank Herbert, certains considérant que la série dénature complètement le cycle de Dune, d'autres estimant qu'elle apporte quelques éclaircissements vis-à-vis de son historique. Ah, Métal Hurlant, cette revue! À l'occasion de leurs 50 ans, les Humanoïdes Associés sont en plein programme de publication intensif et en pleine phase de réédition de pas mal de leurs classiques, mais on y reviendra plus tard. À l'heure actuelle, sortie du volume 13 de la nouvelle mouture de la célèbre revue
plus grand public friendly, consacré cette fois-ci à la thématique de la vengeance. L'occasion de faire appel à un bel aéropage de spécialistes de la science-fiction tels Marc Caro, co-réalisateur avec Jean-Pierre Jeunet de La Cité des Enfants Perdus et de Délicatessen, ainsi que Afif Khaled ou encore Jerry Friesen, comme d'autres personnalités un petit peu plus éloignées du milieu tels Xavier Dolan, James Ellroy et Gaspard Noé. Oui, sérieusement, dans Métal Hurlant. Et vous voulez une nouvelle preuve que 2024-2025 représente une année charnière chez les humanoïdes associés? Sortie de la nouvelle bande dessinée de Jodorowsky. Illustré par Pete Woods, Cosmopirate est une nouvelle saga de space opéra dépeignant un univers contrôlé par 7 magno-banquiers, tentant d'étouffer dans l'œuf toute velléité de représailles en éliminant un assassin à l'origine de l'une de leurs plus grandes tueries de masse. Nouvelle novella événement du côté de la collection Une heure lumière du Bélial, avec rien de moins qu'un texte de Ken Liu, une des révélations de la science-fiction américaine de ces dernières années. À mi-chemin entre Mortal Engines et L'Orphelin de Perdide, Les Armées de ce que j'aime centre son intrigue sur une jeune orpheline pétrie de questions et de dons pour le récit, au sein d'une ville ambulante se déplaçant dans un univers post-apocalyptique. Initialement prévu en novembre, sa sortie a cependant été décalée au 5 décembre à cause d'un plantage logistique du côté de l'imprimeur du Bélial. Affaire à suivre. 14 ans depuis Call of Pripyat, 14 ans. Mais le 20 novembre a enfin fini par sortir le deuxième volume du jeu vidéo Stalker, Heart of Chernobyl. Dans ce FPS d'horreur post-apocalyptique au scénario non linéaire, le joueur se voit confier la responsabilité de décider du destin de la zone et se voit même laisser la possibilité de modder le jeu à sa convenance. Les 14 ans d'attente, voire même la censure du gouvernement russe ayant criminalisé la possession du jeu, ont-ils créé un effet de teasing? Allez savoir. Toujours est-il qu'en seulement 2 jours, Stalker 2 a cumulé 1 million de ventes, ce qui veut dire que ce chiffre a forcément grimpé depuis. Et oui, la pléthore de rééditions, de cycles, de sagas et toutes les plongées dans le passé opérées par les éditeurs des domaines de l'imaginaire en novembre 2024 font de ce mois un terrain de jeu sans pareil pour les archéologues du futur. J'en veux pour preuve le 3e volume de la saga farfelu La Nef des Fous de Turf chez Delcourt, le 3e aussi de l'expédition scientifique interdimensionnelle Black Science chez Urban Comics, et la 6e intégrale de Before the Fall, le prequel de l'Attaque des Titans chez Pika Seinen. Petit moment de nostalgie de la part de Mnemos, nous renvoyant au premier roman de Jean-Pierre Andrevon en 1969, avec l'édition intégrale du cycle de Gandahar, incluant les 7 romans du cycle, dont un tout à fait inédit, les nouvelles, ainsi qu'un appareil critique inédit lui aussi. Autre plongée dans le passé de la part du Bélial, retournant aux premières heures de la collection Une heure lumière, en rééditant les 3 novellas du cycle de la Maison des Jeux de Claire North en une seule intégrale. Parmi les 95% d'auteurs complètement oubliés de la première vague des pulps des années 20-30, Otis Adelbert Klein, collaborateur régulier notamment de Argosy et de Weird Tales, profite d'une réédition d'une dizaine de ces nouvelles de science-fiction de la part de Rivière Blanche. On va tricher un peu et faire un petit détour du côté de la fantasy pour évoquer la réédition par la maison Kalidor du grand classique d'Abraham Merritt, La Nef d'Ishtar, sorti en 1924. Glissons également un petit mot sur la réédition par Mnemos d'un pilier de la science-fiction féministe des années 80, Le Rivage des femmes, de Pamela Sargent. Un mois de novembre décidément plein de nostalgie, notamment à l'aune du 2e opus humano couvrant la période de 1985 à 1995, d'une pléthore des tueries littéraires de ayant continué à faire leurs armes chez les humanoïdes associés après la disparition de la revue. Dans un autre registre, Benoît Bonte nous plonge dans Planète à Reddit, dans le quotidien d'une maison d'édition plutôt oubliée de nos jours. Et ce, alors que les différentes revues publiées par Reddit Artima ont contribué à introduire l'écurie de DC Comics en France. Et enfin, parution d'une nouvelle biographie de Philippe Cadic par Étienne Barrier, le spécialiste français de la question, avec la collaboration d'une vingtaine de dessinateurs.
Amateur de Yu-Gi-Oh! Rendez-vous sur Apple TV+ pour la deuxième saison de l'adaptation de son best-seller Silo. Anthologie Black Mirrorienne de futur tangible inspirée de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, des modifications génétiques et de la conquête spatiale dans 2050 paru aux éditions Phileas. Philippe Buchet n'en finit plus d'enrichir l'univers de Sillage en publiant le 24e tome de la série régulière de la saga chez Delcourt. Plus qu'une simple bande dessinée, Compulsion est la mise en image par François Schuiten. Rien que ça, de l'écrivain britannique Adam Roberts, une véritable débauche d'abstraction structurelle et architecturale au programme. Aucune annonce officielle de la part de l'éditeur, mais le RTS Cyberpunk et Planet Opera Iron Wars Machine and Crisis, opposant diverses factions d'humains en plus ou moins grande accointance avec les IA sensibles, se voit reporté à une date indéterminée. Côté littérature, Argile nourrit sa collection Récif du Foodistan de Katie Stewart, une dystopie plutôt originale stratifiant les divisions sociales en fonction du régime alimentaire. Actes Sud, quant à eux, nous emmène directement en l'an 5870 avec la traduction du roman de Jaroslav Melnik, Je ne me lasse pas de vivre, une dystopie philosophique et poétique pétrie de questions de genre. Chez Rivière Blanche, Rejoindre Eden, deuxième volume de la saga Agathe et Tédéric de Julien Molero III, vire à l'ère glaciale cauchemardesque. On reste un peu dans la thématique de l'archéologie avec les sorties poches du mois, incluant notamment de la part de la Talente, les tomes 11 à 14 du cycle de Roald de Pierre Bordage, ainsi que les tomes 8 et 9 des futurs mystères de Paris de Roland C. Wagner. On notera également au livre de poche l'arrivée du Retour du Hiérophante, deuxième volume de la saga des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett, la dystopie Poster Girl de Véronica Roth chez Pocket, Sky Hunter de Marie-Lu dans la collection poche de De Saxus, ainsi qu'une réédition du Tertre de H.P. Lovecraft chez Rivage Poche. Fin octobre, début novembre, on a bien sûr eu les Utopiales. Il s'agirait quand même pas non plus d'éclipser toutes les autres manifestations science-fictionnelles du mois de novembre. En parallèle d'un salon des vins et de la gastronomie, la 4e édition du festival Finistellaire, le festival le plus à l'ouest de Bretagne, a réuni 200 visiteurs du 15 au 17 novembre à Quimper. Une projection de District 9 de Neil Blomkamp, des dédicaces, des expositions sur la chronologie de la science-fiction, les robots en bois et Star Wars, et des tables rondes thématiques s'y sont tenues sous l'égide d'une trentaine d'auteurs, incluant entre autres Christophe Siebert. Plusieurs rencontres geeks à notifier en ce tout dernier week-end du mois de novembre, entre autres le Toulouse Games Show, le Camoplay Dijon, les Geek Days de Lille, ainsi que l'Animest à Nancy. Lancement ce 5 novembre au Grand Palais Immersif à Paris de l'exposition Pixel et de son parcours semé d'installations génératives et interactives, explorant plusieurs thématiques futuristes à l'aide de technologies artistiques assez fantasmatiques. C'est jusqu'au 6 avril 2025, profitez-en! Le genre se prête décidément aux expériences immersives, toujours à Paris, à la Maison européenne de la photographie, nouvelle exposition, science-fiction, une non-histoire des plantes, en 6 chapitres thématisés, conçus comme un roman de science-fiction. Sachez d'ailleurs que la directrice artistique de la MEP est particulièrement inspirée par l'œuvre de Octavia Butler. Le 15 novembre a vu s'éteindre Istvan Nemere, espérantiste et voix majeure de la science-fiction hongroise, à peine une semaine après avoir célébré ses 80 ans. Il laisse derrière lui une œuvre totalement inédite en français de plus de 800 livres, parmi lesquels The Whip of Cosmos, Steel Shark et Action Neutron. J'avoue n'en connaître aucun. Bouteille à la mer pour les éditeurs de science-fiction français. Et voilà, novembre est derrière nous. Que nous réserve donc le mois de décembre? Toujours dans le cadre des 50 ans des humanoïdes associés, ne manquez pas la parution de l'édition luxe intégrale des mondes d'Arcadie de Philippe Cazat, 35 ans après sa parution originelle. Cette incontournable quête des origines post-apocalyptiques dans un monde où la Terre s'est arrêtée de tourner, entièrement restaurée et enrichie d'un appareil critique complet. Vous vous souvenez de Squid Games, numéro 1 des séries Netflix dans 99 pays pendant 22 semaines consécutives?
Rendez-vous le 26 décembre sur la plateforme pour la saison 2. On y retrouvera bel et bien le joueur 456, campé par son acteur d'origine, qui a tenu à garantir que cette nouvelle saison balayera d'un grand revers de la main absolument toutes les théories qu'ont pu émettre les réseaux et la presse à son sujet. Restons d'ailleurs dans les expériences immersives avec l'exposition Metabit organisée par le collectif Excalibur à la Galerie Sato à Paris du 6 au 22 décembre. Vous y suivrez un parcours artistique immersif en 6 étapes pensé comme un jeu vidéo questionnant les frontières entre le digital et le physique dans une galerie d'œuvres d'art Web3 friendly. Voilà, c'était votre revue de presse SF du mois de novembre 2024. J'espère qu'elle vous aura inspiré et j'espère que le mois de décembre 2024 sera tout aussi riche en nouveautés. Et tâchez de ne pas vous fossiliser d'ici là.